Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici en compagnie d'étudiantes et étudiants issus de plusieurs universités de notre pays, parmi lesquels des porteurs de projets. L'émission s'appelle justement Entreprendre. Entreprendre qui est portée par la jeune et dynamique équipe de la structure Univers Turquoise. Entreprendre se propose de mettre en lumière des modèles africains de réussite en vue d'inspirer donc notre ardente et ambitieuse jeunesse. Conseils, parcours, échanges, parfois même à bâton rompu, sont au menu de cette émission qui commence sans plus tarder par cette vidéo et qui nous amène à la découverte de notre tout premier invité. Issu d'une famille modeste dans le Mali du lendemain des indépendances, M. Kanté a fait ses classes sous des paillotes comme bon nombre d'enfants de villages africains. Premier enfant à avoir été envoyé à l'école, tant dans les familles de son père que de sa mère, il est un pur produit de l'école malienne avec ses réalités et conditions. Son père a préféré quitter son boulot de chauffeur dans les travaux publics pour se consacrer aux travaux champêtres. Né dans le village de Sandaré dans la région de Caille, à l'ouest du Mali, il fréquenta l'école primaire du village, puis le lycée de Caille, avant même d'avoir connu Bamako. Rien ne le prédisposait à occuper une haute fonction, ni dans l'administration de son pays, ni dans les institutions de Bretton Woods. Après un brillant parcours, il décroche le diplôme de l'École normale supérieure de Bamako. Plus tard, il obtint un master en Business Administration, MBA, à l'Université d'Arizona aux États-Unis. C'est cette formation qui lui ouvre les portes de la Banque mondiale. Très tôt, il gravit les échelons, conduit des réformes et dirige de grands programmes dans plusieurs pays. Sous l'impulsion de la Société financière internationale, IFC, filiale du groupe de la Banque mondiale, il a financé et encadré l'accès de plusieurs pays au programme de soutien des petites et moyennes entreprises aux services financiers. La pertinence de ses choix et idées l'ont amené à conduire avec succès le redressement et la relance de l'économie guinéenne pour le compte de la Banque mondiale. Fort de ses capacités managériales et de ses compétences, son institution l'envoie au Burkina Faso pour mettre ses talents au service du Burkina, post-insurrectionnel où les attentes des jeunes sont devenues de préoccupations urgentes. C'est cet homme averti que nous avons sollicité. Désormais au Faso, il œuvre aux côtés des autorités pour encourager et soutenir l'émergence d'un secteur privé dynamique. Ce sont toutes ces qualités qui font de M. Kanté notre homme de référence ce jour. Avec lui, nous évoquerons non seulement son parcours, ses fonctions actuelles et les programmes mis en œuvre par son institution au Burkina Faso et comment y accéder. Il en profitera pour partager avec nous sa vision de la jeunesse, prodiguer quelques conseils, mais aussi, surtout, nous dire comment briser ses peurs et avancer pour réussir. Physique de star de cinéma, élégance raffinée, courtoisie, disponibilité, générosité. Mesdames, Messieurs, voici M. Cheikh Fantamadi Kanté. Monsieur Kanté, dans la préparation de cette émission, nous avons pris langue avec certains de vos collaborateurs et certains de vos amis aussi. Tout le monde vous décrit comme quelqu'un de très ouvert, de courtois. Comment on garde la tête froide comme ça, malgré le poids des responsabilités à ce niveau-là quand même? Écoutez, peut-être à l'image du chef, il y a aussi donc tous les collaborateurs à côté. Donc je ne peux tout seul prendre le crédit pour ce que vous venez de décrire. C'est aussi le cadre du travail, les collaborateurs à côté, qui tous contribuent donc à apporter le leader que je suis. Donc ça me facilite énormément mon travail. Donc j'en profite pour dire grand merci à tous mes collègues qui facilitent mes tâches quotidiennes. Mais ceci dit aussi, il y a d'où nous venons en tant qu'Africains. C'est la grande famille où on nous apprend très tôt à être devant, mais aussi à pouvoir être derrière lorsqu'il le faut, et à vivre dans la communauté et à jouer son rôle pour que la société avance. Donc c'est un peu tout ça qu'on met voilà, notre tradition qu'on essaie de marier avec le monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi qui va être très intéressant pour les jeunes
qu'ils sachent que l'Afrique, on a des valeurs. Hein. On a des valeurs qui sont là. Si on les utilise bien, le monde qui s'offre aujourd'hui peut permettre à l'Afrique, aux jeunes Africains, de gravir les étapes très très rapidement. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit que l'Afrique est un vaste champ de possibilités. Vous êtes à votre deuxième poste de représentant résident. Quel regard portez-vous sur la jeunesse de ce pays, le Burkina Faso? Si vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, qu'elle soit du Burkina Faso ou de n'importe quel pays africain, elle a la caractéristique principale que voilà, cette jeunesse a beaucoup plus étudié que ma génération et la génération d'avant. Donc, beaucoup plus de jeunes sont allés à l'école. Mais malheureusement, beaucoup d'entre ces jeunes-là ne perçoivent pas les mêmes perspectives, en tout cas pas plus de perspectives que leurs parents. Et dans certains pays même, les perspectives sont encore pires que celles que les parents ont vécues. Je sais que ceci crée des frustrations et que donc, surtout pour les jeunesses citadines, en plus donc du challenge, du défi d'avoir un emploi, peuvent être aussi témoins au quotidien des inégalités, des disparités. Dans les grandes villes, il y a des gens extrêmement riches et en même temps, il y a des gens extrêmement pauvres. Donc c'est tout ça qui crée un peu ce qu'on vit. Mais la jeunesse africaine, ce n'est pas que la jeunesse urbaine. Vous savez que la majorité de cette jeunesse vit encore dans le monde rural ou dans les petites villes de nos contrées, où ces jeunes ont d'ailleurs moins d'éducation et encore moins d'opportunités. Donc la problématique est là. Hein. Je pense que les défis sont considérables. C'est pour cela que nos politiques publiques doivent contribuer à changer cette dynamique-là. Et c'est pour cela aussi qu'il faut qu'on essaie de redonner espoir à cette même jeunesse africaine et donc celle du Burkina Faso. Je pense que si vous regardez à travers le monde, on le dit et c'est vrai aussi, c'est que l'Afrique et donc le Burkina, on a un avantage d'avoir cette population jeune. D'ici quelques années, l'Afrique va être le seul continent où il y a où l'avenir est assuré parce qu'il y a une jeunesse qui est là, qui est dynamique. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de continents qu'on a vu aujourd'hui. Les populations vont devenir plus vieilles et voilà, donc il n'y a personne pour continuer à porter l'économie, alors que c'est le contraire en Afrique. Donc l'espoir est permis. Je pense qu'il faut juste montrer le bon chemin à la jeunesse, les encourager pour que donc le tour de l'Afrique vienne à la table. Et puis ces dernières années, et je parle pour notre pays, on a vu toute l'attention accordée à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et pourtant, à bien y regarder, M. Kanté, on a comme l'impression que le nombre de chômeurs continue de croître. Comment pourrait-on expliquer cette situation? Oui, donc il y a quelques phénomènes qui se passent, qui expliquent pourquoi il y a encore une masse critique, un nombre de plus en plus grand de jeunes chômeurs. L'Afrique, je le disais tantôt, il y a une population très jeune, mais ceci est surtout est lié à une croissance démographique assez rapide. Donc la population croît plus que ce que l'économie ne peut porter. Donc ça, c'est une problématique fondamentale. Deuxièmement, vous constaterez que, je l'ai dit aussi tantôt, beaucoup d'enfants, sinon tous, vont à l'école et ont des diplômes. Et beaucoup de ces gens, ils passent plusieurs années à l'école. Mais ils en sortent avec un diplôme, mais pas forcément avec des compétences pratiques. Voilà. Donc quelqu'un qui a étudié pendant 20 ans, si on lui dit de repartir au champ, ce n'était pas tellement son... Voilà. Donc quelque part, on a misé sur la formation longue durée et de masse. Et ceci est en porte-à-faux avec les besoins économiques, là où nos économies sont aujourd'hui. On a besoin de gens plus qualifiés pour faire certaines tâches. Donc des gens, évidemment, qui sont allés à l'école, mais pas tous qui ont des diplômes de doctorat. Donc ce n'est pas ça qui va tirer nos pays. Et un autre phénomène qui est lié à cela, c'est que cette population donc, de jeunes qui a étudié pendant 20 ans ou plus, et on lui dit que c'est l'agro-sylvo-pastoral
en fait, qui est la base de l'économie de nos pays. C'est là qu'il faut repartir pour qu'on puisse créer des emplois, parce que c'est là-bas qu'il y a encore les emplois. Et donc, ça n'intéresse pas cette population jeune. Donc, il y a tous ces éléments-là, je pense, il faut que nos politiques publiques et nos interventions puissent adresser et corriger pour que la jeunesse puisse donc avoir confiance que c'est ici qu'on va créer l'avenir, c'est ici qu'on va créer les emplois. Et enfin, je vais juste dire l'autre phénomène, c'est qu'il faut que certains, j'espère une petite partie, vont être des employés salariés peut-être dans l'administration ou dans certaines institutions. Mais la majorité, ce serait bien que ce soit des entrepreneurs, des gens qui s'installent à leur propre compte. Et parce que c'est ça, les petites et moyennes entreprises, c'est ça qui développe un pays. Ce n'est pas une grosse administration qui emploie et qui dépense l'ensemble de son budget à payer des fonctionnaires. C'est plutôt les PME, les PMI, liés au secteur agro-silvopastoral qui peuvent donc booster ce pays-là. Justement, est-ce que l'institution que vous dirigez appuie financièrement ces PME, PMI-là? Oui, donc les projets et programmes de la Banque mondiale sont notamment conçus pour accompagner les efforts du gouvernement, en général donc dans la réduction de la pauvreté et s'assurer que toute croissance qu'on va générer sera une croissance où tout le monde va se reconnaître. Donc nous avons des interventions ciblées exclusivement donc, dans l'agriculture, donc directement dans la création de conditions pour qu'il y ait plus de terres cultivables par l'irrigation et viabiliser ces espaces-là. Et aussi accompagner le gouvernement à créer les conditions d'accompagnement donc de jeunes entrepreneurs dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas, parce que vous savez, en économie tout est lié, parce que si l'agriculture se développe, il faut aussi s'assurer qu'il y a des routes d'accès. Donc nous avons aussi des interventions donc, dans les infrastructures pour accompagner construction de routes, de pistes rurales. Et enfin, il y a aussi l'autre élément important, l'accès à l'énergie. Parce que si les gens produisent, ce ne serait pas bien qu'ils essaient de tout vendre sur le marché en même temps. Donc aider à créer les conditions de conservation, de transformation pour faire de la valeur ajoutée. Et donc tout ça se reflète dans nos différents projets d'appui ici au Burkina Faso. Monsieur le représentant résident, merci. C'est moi. Merci beaucoup. Et place à présent à notre deuxième invité. Julien Ouedraogo, ce nom ne vous dit absolument rien. Mais à l'évocation de Wen Panga, tout le monde se dresse. Eh bien, derrière cette entreprise se cache un homme au parcours atypique, parti de rien, et comme la plupart de nous, il a, au prix de sacrifices, réussi à se faire un nom dans le domaine très difficile des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics et dans l'immobilier. Vous ne le croirez pas, mais à 16 ans, Julien Ouedraogo poussait une charrette en tant qu'employé. Se faire employer n'est peut-être pas une fin en soi, c'est parfois le chemin ou l'objectif pour certains. En 1978, dans la fleur de l'âge, il proposa d'acheter une charrette avec son patron qui refusa, ce qui le pousse à tenter l'aventure à Abidjan en 1983. Une fois les moyens réunis, il se retourne au Burkina Faso le 21 février 1986. Une fois au pays, il s'achète sa propre charrette. Commence ainsi une nouvelle aventure. Désormais, il est autonome. Il évolue dans le ramassage et la vente du sable. 6 mois plus tard, l'homme achète une deuxième charrette et emploie 2 personnes. Au bout de 3 ans, il s'offre 2 petits tracteurs, monte une charrue et une fabrique de briques. Ça y est, la vision se précise. Une unité de fabrication de briques est mise en place. Il alimente les marchés des entrepreneurs, mais ceux-ci s'approvisionnent à crédit et ne payent pas. Et quand il les interpelle pour savoir pourquoi, leur seule réponse est « nos factures n'ont pas été honorées ». Plutôt que de se décourager, il réfléchit et c'est de là que le déclic viendra. Avec les conseils avisés de certains de ses clients, il refuse de rester lié à ses créanciers. Nous en sommes en 1990. Il se lance à fond et obtient son premier agrément. Il s'essaie dans les marchés dont le coût varie de 1 à 10 millions de francs CFA. Plus tard, il fonde sa société à responsabilité limitée, Wen Panga. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur plein.
Julien Ouedraogo, président du conseil d'administration de la société Wenpanga, construit des routes, des écoles, des dispensaires et des logements à travers tout le Burkina Faso. Un self-made man qui illustre bien qu'il est possible de réussir en partant de rien. Pour le reste, nous l'avons en face de nous. Et c'est l'occasion pour vous de tirer le meilleur de lui. Amis téléspectateurs, accueillons donc à présent et sous nos ovations bien nourries, Monsieur le Président Directeur Général de l'entreprise Wenpanga, Monsieur Julien Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici. Monsieur Julien Ouedraogo, PDG de l'entreprise Wenpanga, une des entreprises les plus cotées de la place, on peut le dire. Mais tout de même, de la Charrette à la V8, que de chemin parcouru. Ah oui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse-là? Maintenant, je vais vous remercier. Merci. C'est nous. Pour dire aux jeunes que cette affaire, on dit, mais c'est pour travailler. C'était travailler au fond, tu vas voir. Moi, je n'ai pas loin de Ouaga. Mon village, ça tourne de 15 km de Ouagadougou. Moi, j'ai quitté mon village. J'ai porté des bois pour venir à vendre, pour gagner à manger. J'ai vendu les bois, j'ai gagné l'argent, j'ai resté à Ouaga. J'ai commencé à travailler, d'acheter à Anne. Mais aujourd'hui, s'il dit qu'il faut travailler en charrette à Anne, c'est pas facile. En tout cas, pour ces jeunes qui portent des cravates déjà. Ces jeunes-là, je pense pas. Mais je travaillais pendant 7 ans. Et je demandais à mon patron si tu peux acheter des charrettes à Anne pour moi. Je vais travailler 3 ans. Je ne touche pas l'argent. Tu payes les charrettes et puis les ânes pour moi. Mon patron a dit non. Si moi je vais cotiser, j'ai accepté. J'ai laissé, je partais à Bizan. Je partais là-bas, je fais 3 ans. J'ai eu l'argent et je venais de ce pays et je payais les charrettes. Je commençais mon travail. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est charrette. Donc, cette vie-là, il faut briller, il faut travailler, il faut faire ce que tu peux le faire. Le reste, maintenant, c'est Dieu qui va te donner. Quand vous regardez les jeunes qui sont autour de vous, qui viennent vous voir pour demander des conseils, selon vous, M. Ouedraogo, qu'est-ce qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui là? Qu'est-ce qui leur manque? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il y en a aujourd'hui. Avant, là, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a des banques. Tu peux prêter l'argent des jeunes. Si tu veux travailler, tu peux travailler. Mais avant, il n'y a pas ce banque-là. Moi, je parle à temps. Si tu vas compter les banques, ça ne dépasse pas 4 ou 5 banques dans Ouagadougou. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de banques. Tu peux aider les jeunes. Celui qui veut travailler, il peut travailler. Ouais. Vous êtes à côté de M. Kanté, représentant résident de la Banque mondiale. Il est à l'école sous Payotte. Ah bon. Aujourd'hui, c'est un des intellectuels les plus importants de tout le continent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ce que moi je vais le dire, si Dieu te donne le travailler, il faut le faire avec ton cœur. Et Dieu va te payer. Donc, si il y a des gens
faire l'école avec de handures. Mais aujourd'hui, ils sont où? Et qui prenaient le café le matin. Qu'on déposait à l'école la voiture. Oh, si tu rentres voiture pour faire les écoles, tu vas venir des grands, tu vas rentrer quoi? Avion maintenant. Donc, ce Dieu te fait, tu vas gagner. Oh. Monsieur Ouedraogo, Oui. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Notre émission, la suite, je rappelle, le titre de l'émission, c'est Entreprendre. Nous allons passer à la rubrique suivante. Dans cette rubrique, nos invités se prêtent volontiers aux questions de nos jeunes. Et aujourd'hui, nous commençons par la question de Mademoiselle Ouedraogo Jocelyne, première année génie civil à l'Institut supérieur de technologie. Nous, la jeunesse, qui sommes l'avenir de notre patrie, dans quel domaine nous conseillez-vous d'entreprendre pour toucher positivement la fierté de notre pays? Je vous remercie pour votre question. Je pense que l'un des avantages de nos pays en développement, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui restent encore à développer et à épanouir. Et donc ceci offre une chance extraordinaire à la jeunesse d'aujourd'hui. Et cette jeunesse qui a accès, on est dans un monde globalisé, où l'accès à beaucoup de choses est devenu plus facile. Mais ceci dit, je pense qu'au niveau de chaque pays, il est assez important qu'on voit les secteurs, les domaines où on a des avantages comparatifs. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un voisin ou un pays ou un continent fait quelque chose qu'il faut que tout le monde s'y mêle. Si aujourd'hui quelqu'un veut se lancer dans la fabrication de smartphones, ben, vous avez du chemin à parcourir. Mais par contre, comment utiliser ce smartphone pour faire quelque chose dans un domaine spécifique ici dans ce pays, ça reste un chantier qui s'ouvre à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'être stratégique et de s'insérer dans la partie de l'économie où on part de l'existant, de ce qui est disponible chez nous et où on peut créer de la valeur. L'exemple que j'aime dire souvent, voici les bouteilles d'eau que vous voyez, mais il n'y a que de l'eau là-dedans. S'il y a une chose ça tombe du ciel en fait l'eau, n'est-ce pas? Mais des gens ont pu s'en servir pour nous vendre la petite bouteille, je ne sais pas à combien de francs. Donc c'est ça, il faut être assez stratégique et choisir là où on a l'intérêt, parce que l'entrepreneuriat, il faut avoir l'intérêt, il faut pouvoir pousser la charrette, c'est dur, mais savoir que lorsqu'on le fait, on le fait bien, on peut gagner sa vie et aller au-delà. Et donc, je pense que pour nos pays, il est indéniable que notre avantage comparatif reste le domaine agricole. Et dans un monde globalisé, on peut produire ici aujourd'hui et vendre sur d'autres continents. C'est possible. Vous pouvez faire votre marketing sans avoir à trop dépenser parce que les technologies le permettent. Et si vous avez un produit, il va se vendre très très loin. C'est un exemple. Et donc il y a tant d'autres exemples que je ne citerai pas ici. J'encouragerai la jeunesse à être stratégique, à choisir des niches et à ne pas dire je vais faire parce que l'autre a fait et ça marche, je vais le copier. Alors que nous sommes dans des pays où il y a beaucoup à faire dans tous les domaines. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que la réussite est un coup de chance ou une ardeur au travail? Merci bien. On parle de facteur chance aussi dans la réussite. Mais quel est on va dire, le niveau de la chance? La chance, je pense, de mon point de vue, est-ce que c'est le travail ou la chance?
je dirais, la chance ne va pas venir sans le travail. Le travail, il faut le faire. Et c'est parmi tous ceux qui ont travaillé qu'il y aura un échantillon de ceux qui auront la chance. Je ne pense pas que la chance va aller sourire à ceux qui n'ont pas travaillé. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut dormir dans sa chambre et compter sur la chance? Non, non. Parce que même la chambre, c'est quelqu'un qui a construit. Voilà. C'est le fruit du travail. Voilà. C'est comme je dis, mais en ce temps, il n'y a pas de travail comme aujourd'hui. Mais il faut chercher quelque chose à faire. Si tu gagnes quelque chose, de faire avec. Si tu gagnes quelque chose à faire, soit venir grand ou petit, c'est Dieu tu vas le faire. Il faut travailler seulement. Il faut travailler avec ton cœur. Ce que tu vas arriver, c'est Dieu, tu le sais. Si on va travailler comme ça, Dieu sait qu'on va donner toi avant qu'on donne celui qui dort. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc on a bien compris. C'est pas idéal. La chance peut-être, et pas pour ceux qui dorment. Quels sont les facteurs intervenant dans l'entreprise qui participent au développement d'un État émergent? Merci beaucoup. Oui, donc je vais tenter de répondre. Comme nous avons un entrepreneur d'expérience ici, il va certainement avoir quelque chose à ajouter. Je pense que de mon point de vue, l'entreprise, l'élément central dans l'entreprise, c'est évidemment les hommes et les femmes qui prennent l'idée de cette entreprise et qui la dirigent et qui la développent. Et il ne faut pas qu'on se trompe que l'entreprise n'existe pas pour la simple raison d'exister, mais c'est les hommes et les femmes qui portent l'entreprise, qui portent l'idée, et c'est essentiel. Et deuxièmement, je pense que l'entreprise aussi doit exister au service de la société, n'est-ce pas? Pour qu'elle prospère, parce que ce qu'elle produit comme biens et services doit contribuer à avancer la société, à avancer les hommes et les femmes qui achètent les produits et les services. Voilà, sinon ça devient autre chose. Et enfin, je pense que l'entreprise doit avoir une responsabilité sociale. On le voit dans les pays développés, les gens se révoltent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de richesse partout, il y a des richesses partout, mais c'est parce que les entreprises se sont développées, ont souvent oublié qu'il faut plus d'équité, qu'il faut plus de justice. Et donc l'entreprise doit avoir cette responsabilité sociale et porter la société avec elle, qui l'aide, en fait, elle existe à cause de cette société. Pour moi, ça, c'est des éléments importants pour l'entreprise. Donc je ne sais pas si M. Ouédraogo, qui est entrepreneur d'expérience, certainement a des choses à ajouter. Bon, moi je n'ai pas une grande chose à le dire, mais je vais le dire, si tu gagnais les choses pour faire avec ton cœur. Il faut bien le faire. Même les gens te disent que ça là, tu ne peux pas réussir. Si tu fais avec ton cœur, tu vas réussir. Bon, merci. Revenons sur le volet responsabilité sociale de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise Wenpanga, par exemple, a pu réaliser dans son environnement pour que les gens sachent que maintenant, ça va, vous aussi, on a pensé à vous, on a mis une petite ruelle ici, on a déblayé un petit terrain par là pour tout le monde. Bon, pour ce ça, je fais beaucoup de choses. Et je construis, même avec le stade de Ouattara 2000, ce mois je construis. Si tu rentres des salles là,
je ne pense pas que c'est mon entreprise de faire. Mais c'est moi qui ai fait avec la commune de Ouagadougou. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes de travailler, il y a des gens, tu as fait les techniques, tu prends et tu mets devant et tu regardes. Ce que tu vas voir là, sera celui qui fait les plans là. C'est les mêmes écoles qui sont faites, non? Donc, les bâtiments, ça va réaliser. Mais si tu réalises ça, tu dis que c'est toi qui as fait. Mais ce n'est pas toi, mais c'est toi. Voilà, c'est comme ça. Et je vais le dire. Je peux dire que les autres, c'est mon enfant. Et chacun n'est qu'à faire avec tout ton cœur. C'est vrai. Mais attendez là-bas, qu'est-ce que Wenpanga a fait? Est-ce que Wenpanga a fait une petite rue ou un petit espace de jeu pour les jeunes? Est-ce qu'il y a une équipe qui fait du sport grâce au soutien de Wenpanga? Oh, oui, il y en a. Je ne parle pas de ceux qui viennent le matin très tôt pour prendre 2000, 5000 chats tous les matins. C'est pas ça. Oui. Oui, il y a des jeunes qui font des équipes. J'ai aidé et pas aller demain. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui viennent vous voir, des jeunes en bonne santé et qui viennent pour 5000? 5000, s'il y en a. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Non, s'il y en a, s'il y a les 5000, je vais les donner. Je vais les conseiller. Toi, tu prends 5000 là, tu vas marcher fini. Si tu parles de quelqu'un, qui va te donner? Mais il faut chercher le travail. Même si tu gagnes un peu, tous les jours tu vas gagner. C'est ça que je dis les gens. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Monsieur Traoré Abdoul Wali, première année transport logistique, voilà. De vos expériences professionnelles et personnelles, à quoi peut s'attendre des jeunes comme nous qui rêveraient de faire bonne carrière et d'être avant tout un entrepreneur et un investisseur potentiel pour son pays? Je pense, encore une fois, on ne va pas finir de vous donner des conseils. L'élément pivotal, on en a parlé, c'est vraiment le travail. Et le reste, voilà, c'est le sérieux, c'est l'abnégation, l'intégrité, et de construire sur ce qu'on aime. L'entrepreneur, je pense qu'on ne peut pas être un entrepreneur lorsqu'on n'a pas l'amour de ce dans lequel on s'engage. C'est ça le fort des entrepreneurs, c'est qu'ils rêvent lorsqu'ils partagent leur projet avec les gens. Les gens vont dire mais il est fou, il est obsédé, mais c'est ça qui fait. Si vous, avec votre diplôme, demain on vous voit avec la charrette, les gens vont peut-être rire. Mais c'est sur ça que vous pourriez peut-être construire quelque chose de différent que les autres. Donc c'est cette passion-là, je pense, est un élément essentiel de l'entrepreneuriat, de mon point de vue. Merci. Monsieur Ouedraogo, vous avez écouté le jeune, il faut un peu de folie pour réussir. Et vous êtes le premier des fous, quelqu'un qui a commencé par un âne et qui rêvait déjà d'avoir des immeubles, des V8. Il faut être fou, non? Bon, c'est le travailler, ça y est, dans le cœur. Et pour être travaillé, il y a des gens qui font des écoles, mais ils n'ont pas travaillé de façon publique, ils travaillent comme nous. Donc, si tu dis que tu vas faire toi-même pour être quelqu'un, tu vas être quelqu'un. Je te dis, on va rester par la fonction publique, tu vas rester fonction publique. Donc, ça dépend de... Attendez, monsieur Ouedraogo, fonction publique, c'est pas bon? C'est bon, mais c'est limite. Ouais. C'est juste. Oui, c'est bon, c'est limite. Voilà. Mais
dans le travailler comme ça, il n'y a pas de limite. Tu peux travailler Burkina, Côte d'Ivoire, partout. Mais si tu es un fonctionnaire de l'État, tu restes dans le fonctionnaire de l'État. Donc, les jeunes qui sont là, qui écoutent, il y a des jeunes ici, tu vois reçu. Si tu écoutes, si tu prends ça pour faire les travailler, il va réussir. Il va réussir. Mais il y a des jeunes, ici dans quelques temps, il y a des jeunes qui vont être ici pour les dire les autres ce qu'ils font et ils réussissent. Monsieur Drago, supposons que vous avez une fille en âge de se marier. Elle vient à la maison, elle dit, papa, il y a 2 hommes qui s'intéressent à moi dans le cadre du mariage. Il y a un jeune entrepreneur qui vient de commencer et puis il y a un petit fonctionnaire. De quel côté va balancer votre cœur? Bon, le mariage, c'est autre chose. C'est vrai. Ça, c'est le saut de cœur. Je peux le dire. Son cœur, c'est choisi là, il n'est qu'à partir. C'est ça. Parce que toute chose, ça vient du cœur. Monsieur Drago, bonne réponse. On va passer à la suite de cette émission, Entreprendre. Infos, conseils et astuces. Dans cette rubrique, aujourd'hui, nous avons choisi de vous montrer comment évaluer et valider votre idée d'entreprise. Et pour ce faire, nous sommes très heureux d'inviter en ce moment même M. Lonfo Didier, qui est chef de service renforcement des capacités des entreprises à la maison de l'entreprise de Ouagadougou. Comme l'a si bien dit l'écrivain américain Napoléon Hill, les grandes réalisations de ce monde ont eu leur début en une idée. Et évidemment, pour créer une entreprise, il faut avoir une idée. Et toute idée a besoin d'être évaluée, non seulement pour apprécier sa faisabilité, parce qu'une entreprise que vous voulez créer, si son idée est mal conçue, c'est sûr que vous aurez une entreprise mal formée dont la survie peut être menacée. Et comment vous pouvez évaluer votre idée et pouvoir valider la faisabilité de cette idée? Ça vous permet non seulement de pouvoir savoir si l'idée a un fort impact social, si l'idée est économiquement rentable et si l'idée est naturellement réalisable. Et pour pouvoir faire cette évaluation, nous vous proposons l'outil simple qui est, et que nous appelons naturellement le scanner des idées, qui est le business model. C'est quoi le business model? Le business model, c'est un outil simple d'une page qui vous permet de présenter de façon succincte votre idée d'entreprise. Le business model présente comment vous allez capter de la valeur, créer de la valeur et diffuser de la valeur. Et le business model se construit en 9 étapes. Premièrement, vous devez savoir votre cible. Qui est intéressé par vos produits ou vos services. Après cela, il faut voir quelle est la valeur proposée à ces clients. Après cela, il faut chercher maintenant les canaux de contact. Et une fois que le contact est établi, il va falloir maintenant que vous puissiez voir comment les relations peuvent être maintenues, entretenues justement dans la durée. Il faut aussi voir comment vous allez gérer les flux financiers. Alors, il faut vendre,
mais comment vous allez recevoir les gains de vos ventes, les produits de vos ventes. Et après ça, il faut maintenant que vous puissiez évaluer les ressources dont vous avez besoin pour la mise en œuvre de votre projet. Et ces ressources sont de 3 ordres. D'abord, vous avez les ressources matérielles qu'il vous faut. Et après cela, il va falloir maintenant que vous puissiez évaluer quelles sont les activités clés pour pouvoir mettre en place votre projet. Identifier les partenaires clés de votre projet, de mise en œuvre de votre projet. Et à ce niveau, vous avez les partenaires financiers, les partenaires techniques, et tous ces gens-là peuvent vous accompagner, même des fournisseurs. Et après tout, maintenant, vous allez pouvoir faire l'évaluation financière, la structure même de coût de votre projet. C'est là maintenant qu'on rentre dans les quantifications. Rappelez-vous, avant d'engager du temps et de l'argent dans l'élaboration de votre projet, ce que l'on appelle le plan d'affaires ou business plan, et le business model, c'est une étape à ne pas escalader, parce que c'est une étape qui vous permet vous-même d'avoir une carte de faisabilité de votre projet. Et ça, maintenant, ça vous permet de pouvoir dire qu'enfin, les 9 points que je viens de citer, si ces points sont satisfaits, ça veut dire que vous êtes prêt maintenant pour aller vers le montage de votre plan d'affaires. On passe à la prochaine rubrique, on garde notre pupitre et pour cause. 2 jeunes vont venir nous exposer leur business plan. C'est une compétition entre 2 jeunes. Merci de me permettre de vous expliquer de quoi concerne mon projet qui est ZEDRA. ZEDRA, c'est zéro déchet, recyclage assuré. Je voudrais aussi souligner que ZEDRA, c'est un projet d'ampleur nationale, donc je voudrais demander votre attention. Alors, pourquoi lier le déchet au recyclage? Nous avons constaté que dans la ville de Ouaga, et même pas seulement dans la ville de Ouaga, au Burkina, il y a l'insalubrité. Et aujourd'hui, on parle de la lutte contre la pollution. Alors, il y a un adage qui dit que pour avoir un zéro déchet, il faut du compost. Et le compost entre dans le processus de recyclage. Alors, mon projet va se situer sur différents axes. D'abord, la commercialisation de mon produit lié au service. Alors, c'est quoi mon produit? Mon produit consiste à fabriquer des poubelles, c'est les poubelles ordinaires qui sont ici, reliées les unes aux autres par des chaînes. 4 différents types de poubelles avec des couleurs différentes et aussi des logos pour pouvoir les différencier. Il y aura une poubelle de couleur noire promise aux déchets métalliques uniquement. Il y aura une poubelle métallique de couleur jaune avec un sachet plastique sur les parois pour le compost. Il y aura une poubelle métallique de couleur verte pour les objets usagés en bois, les journaux, exemple. Il y aura aussi une poubelle de couleur blanche pour les déchets plastiques qui pourront être utilisés dans la fabrication des toits ou même des pavés. Alors, nous ne pouvons pas donner ce produit à nos clients là sans leur assurer le service, d'où la création d'emplois. Nous parlons aujourd'hui de la pauvreté de la femme. Nous voulons employer beaucoup de femmes pour pouvoir les former, les diviser en 4 grands types de groupes pour pouvoir s'occuper des déchets. Alors les déchets qui seront récoltés seront mis dans des zones hors des habitations pour pouvoir être triés et recyclés. Et il y a l'aspect prix. Nous allons donner un prix forfaitaire à notre poubelle pour permettre à tout citoyen lambda de pouvoir avoir ces poubelles-là et de pouvoir les avoir avec des modalités bien précises. Et comment faire connaître le produit, d'où la communication, mais d'abord la distribution. Nous aurons des agences un peu partout pour permettre aux clients de s'inscrire avec les références cadastrales. Ainsi, ils auront un code client qui vont se rendre à la caisse pour avoir un accusé de réception. Ainsi, nous allons avoir des agents d'installation qui vont aller installer les poubelles devant les portes.
Et lors de l'installation, d'où le volet communication, il y a ce qu'on appelle une formation en langue nationale comme en langue officielle pour expliquer comment utiliser ces poubelles. Parce qu'on ne mélange pas les ordures si on veut les recycler. Et il y a la publicité, nous allons utiliser la publicité mass média et hors média. Et le coût estimé pour le départ, pour l'initiation du projet est à 50 millions de francs CFA. Je vous remercie pour votre attention. Le projet, c'est un congélateur solaire mobile. Le congélateur solaire mobile, il va permettre, dans le domaine de la santé, aux médecins et infirmiers, de pouvoir bien faire leur service. Je prends l'exemple des campagnes de vaccination dans les zones éloignées, les zones rurales, à travers le congélateur solaire mobile, conserver ces produits, conserver les vaccins, et permettre une conservation des produits à base de l'énergie solaire qui est propre, durable et renouvelable. Ne plus utiliser les sources fossiles comme le pétrole, l'essence et tout. Et j'ai remarqué aussi, on a pris un problème. À cause du problème du taux d'électrification, on voit qu'il y a un problème d'énergie au Burkina Faso. Le secteur est en retard. Et tout ça, c'est dû à l'utilisation des énergies fossiles. Et l'État n'a pas encore mis de moyens pour entrer plus dans les énergies renouvelables. Et pourtant, on a un pays qui a abondamment de soleil. Et il faut l'utiliser. Et il est très rentable et propre. Et même à travers le congélateur solaire, on propose aussi des séchoirs solaires pour les femmes qui industrialisent la mangue séchée. Et pour nos mamans, nos tantes qui veulent sécher leurs combos, sécher leurs légumes à la maison, et ne plus utiliser l'électricité, mais le séchoir solaire qui est propre, sain, et puis qui permet une très bonne conservation du produit, garde la qualité du produit. En fait, c'est mon projet. C'est inciter les jeunes aussi à entreprendre et à vraiment persévérer aussi dans les études. C'est en fait ça. Mon projet s'élève à 30 millions. Merci. Donc j'aimerais vous dire bon courage et que le monde d'aujourd'hui vraiment offre des opportunités de financer beaucoup de choses. On a parlé des banques, on a parlé de tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes. Il y a quelque chose qui s'appelle crowdfunding. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Ou avec un projet comme ça, en fait, c'est tout le monde dans cette salle qui va un peu investir. Donc voilà, ce n'est qu'un site web, vous avez besoin de 50 millions. C'est difficile de le trouver, mais chacun, c'est en ligne, les gens qui croient en votre projet vont chacun contribuer 5 000. Et donc 5 000 fois le nombre qu'il faut, vous avez vos 50 millions. Et ça c'est des méthodes qui existent aujourd'hui, c'est innovant. Et donc je pense que très rapidement le Burkina va évoluer vers ça aussi. C'est les technologies qui nous le permettent. Mais encore une fois, cet argent ne va aller chez celui ou celle qui a prouvé qu'un projet peut marcher. Donc je vous encourage à faire cette prochaine étape de prouver que votre concept est faisable. Voilà. Merci beaucoup. C'est précieux conseil. Ne partez pas. Monsieur Ouedraogo, voici deux jeunes avec deux projets en main. Quels sont les conseils? Bon, deux jeunes là, je vous remercie beaucoup parce que pour être quelqu'un, il faut que tu commences. Ouais. Si tu commences, Dieu, il va faire, tu vas venir grand. Donc, je le remercie parce qu'il fait beaucoup de choses pour obtenir, faire les travaux. Donc, ça là, je sais que ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous deux. Fabien Hassan Saïd Constant, 19 ans. Et Astrid Zaba, 26 ans. Et bon, voilà, à vous deux. Merci. Merci.
Merci de les applaudir, c'est jeune. Porteur de projet. Nous en arrivons à la toute fin de cette émission. On aborde ensemble la toute dernière rubrique. On peut être artiste et en vivre. Celle qui arrive sur notre podium en ce moment répond à l'état civil au nom de Rakissatou Ouattara. Elle est communicatrice de formation, elle a travaillé à l'Institut africain de management avant de se retrouver dans une banque de la place. Et puis, dévorée par l'envie d'entreprendre, elle a rendu très vite sa démission et elle s'affirme aujourd'hui comme une artiste, musicienne, auteur, compositeur, interprète, mais également à côté comme une femme très entreprenante. La preuve, elle a une ligne de vêtements à côté et elle s'apprête à lancer un deuxième business. On peut être artiste et en vivre. La preuve, Malika, la Slamazone. Malika s'est dit, au-delà de l'aspect artistique, pourquoi ne pas créer une entreprise? Non seulement j'ai créé l'entreprise, mais également je suis cette entreprise-là. J'ai utilisé mon image pour en faire une affaire. Tout à fait. Parlons de cette ligne de vêtements. Alors, j'ai des idées assez claires. Pour moi, Slamazone, c'est un ensemble d'entreprises. Et le premier volet, c'est le volet vestimentaire, conçu sur le prototype de Malika la slameuse. Alors, tout ce que je porte, je le commercialise. Voilà, j'utilise mon image pour vendre. Alors, ce volet vestimentaire-là essaie de valoriser tout ce qui est pagne, tout ce qui est traditionnel, pas de moderne. Dans ce sens-là, sur toutes mes scènes, j'essaie de porter tout ce qui est pagne. Le deuxième volet, c'est le volet Slam Art Zone Production, donc une maison de production qui consiste à on va dire quoi, créer des artistes comme moi. Ce volet production-là qui sera lancé cette année. Et le troisième volet qui est un projet, c'est l'agence de communication. Parce que Malika est communicatrice de formation. Absolument. Voilà. Malika, femme dynamique. Malika, toujours la banane. Est-ce qu'on peut considérer que Malika aujourd'hui, grâce à son travail et à son talent, est une femme très heureuse? Ben oui, femme heureuse, oui, parce que je pense que comme tout le monde, j'ai eu une formation, j'ai fait un bac G1, secrétariat, j'ai un master en communication. J'ai travaillé un peu comme tout le monde dans le privé. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas entreprendre? Je me suis lancée dedans. C'est vrai qu'au départ, j'étais encore jeune. J'avais 22 ans. Et je n'avais pas vraiment l'expérience. Donc, je me suis lancée sur le terrain. Et au fur et à mesure que j'avançais, il fallait se forger. Et je pense que la persévérance et puis l'envie de prouver à moi-même que je pouvais y arriver m'a permis d'avancer. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'obstacles en entrepreneuriat. C'est beaucoup plus facile je dirais que c'est beaucoup plus facile d'aller s'asseoir dans une entreprise qui n'est pas la sienne et de prendre son salaire chaque fin du mois que d'entreprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais au bout de 2-3 ans, on se dit, ben voilà, on a fait le bon choix. Alors aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus heureuse. Malika, oui. Ces jeunes voudraient t'entendre justement sur cette difficulté-là, sur lesquelles il convient de ne pas s'arrêter. Voilà. Alors, si vous pensez qu'il suffit d'avoir de l'argent pour entreprendre, non. Si vous pensez qu'il suffit d'avoir des idées, non. Je pense que pour entreprendre, il faut d'abord créer quelque chose de plus que les autres. Pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise, il faut savoir le domaine dans lequel on se lance. Il y a beaucoup de personnes déjà qui se sont lancées dans ce domaine-là avant vous et qui se lanceront dans ce domaine après vous. Il faut forcément un plus à ce que vous proposez. Et une fois que c'est fait, comme l'agent de la maison de l'entreprise l'a dit, il faut avoir des idées claires, il faut avoir un business plan. Et une fois sur le terrain, vous allez vous demander 10 fois au moins pourquoi ne pas fermer.
Vous allez pleurnicher très souvent. Vous allez dire pourquoi ne pas abandonner. Mais il va falloir prouver que vous pouvez y arriver. Il y aura beaucoup de difficultés, ça c'est sûr. Et lorsque c'est votre entreprise, toute la responsabilité est sur vous, pas sur quelqu'un d'autre. Quand c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre, on peut toujours aller demander de l'aide par-ci, demander de l'aide par-là. Mais quand c'est votre entreprise à vous, il faut vous démerder, comme on le dit. Et ça ne sera pas du tout facile pour un départ, surtout que vous êtes jeune. Il faut être fort dans le mental. Et puis voilà. Malika, quel est un bon modèle pour vous. C'est un bon modèle, on veut entendre de l'applaudissement. Monsieur le représentant résident, cette émission s'achève. On va vous réitérer toute notre gratitude pour la sollicitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation, car on sait que vous avez un calendrier particulièrement chargé et on vous donne la parole pour un dernier mot. Juste pour moi aussi renouveler tous mes remerciements à l'audience des jeunes. J'espère que les quelques expériences que j'ai partagées avec vous vont vous servir et vous dire grand merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes et donc c'était un plaisir d'être là, de partager ces moments. C'était un plaisir et un honneur aussi d'être sur le même plateau que M. Ouedraogo. Je pense que vous l'avez vu, c'est quand même une icône nationale de quelqu'un qui a pu faire le parcours qu'il a fait. Absolument. Sans avoir fréquenté les bancs scolaires d'une école académique, mais il a fréquenté les bancs scolaires de la vie pratique. Absolument. Donc c'est fut un honneur de partager le plateau avec vous. Big Ben, merci à toute l'équipe technique et au plaisir donc un jour de voir certains de ces jeunes sur un plateau similaire. Absolument. Et donc j'ai oublié de dire aussi, c'était un plaisir d'être sur le même plateau que Malika, qui a aussi partagé son expérience. Donc au plaisir de vous voir dans vos entreprises, aux commandes de vos business et de faire avancer l'Afrique. Merci. Monsieur Kanté, merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo. Un dernier mot. Bon, pour moi, je vous remercie beaucoup parce que ce que vous êtes fait, c'est une bonne chose. Si les jeunes ils écoutent ça, ils prennent ça, ils vont faire de mieux que nous. Donc, vraiment, je suis content. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Amis jeunes, merci de vous applaudir vous-même maintenant. Plus fort, plus fort, plus fort. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci. Comment j'ai dit à ma mère que la seule chose qui pourrait me plaire, c'était de faire des vers, elle me regarda d'un air amer. Du haut vers le bas, de long en large et même de travers. Son regard me trompait guère, elle était persuadée qu'on ne connaît pas du même univers. Pour elle, comme pour beaucoup d'entre vous ici, le slam, ça fait partie des faits divers. Alors je lui ai dit que moi, j'étais une poétesse de rue. J'écris en vers et je dénonce les abus. Chaque soir, j'écris ma vie.